Et on en vient à présent au second débat de Sénat 360 consacré à ces relations élus-collectivités territoriales. Elles sont au plus bas alors que le gouvernement pourrait à l'occasion du remaniement créer un grand ministère dédié au territoire. La campagne Balance ton maire lancée sur les réseaux sociaux pour inciter les citoyens qui ont vu leur taxe d'habitation augmenter à dénoncer leur commune est venue jeter de l'huile sur le feu. On en parle tout de suite. Et mes invités sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Paccaud. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur LR de l'Oise. Également avec nous, Olivier Léonard. Bonjour, vous êtes sénateur RDSE de l'Essonne. J'accueille également Bruno Bottella. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la rédaction d'Acteurs Publics. Et puis, pour nous éclairer, Éric Juilly. Vous êtes président fondateur de Clé. C'est un cabinet de conseil en stratégie de communication institutionnelle. Merci à tous les quatre. Olivier Paccaud, comment avez-vous réagi sur cette campagne lancée par des proches de la majorité présidentielle sur les réseaux sociaux, Balance ton maire? Tout à l'heure, on a entendu Sophie Primas qui a failli faire un lapsus, balance ton porc. Bon, on voit donc d'où vient balance ton maire. Honnêtement, j'ai été stupéfait parce que je dirais que cette stratégie du bouc émissaire, c'est de l'extrême populisme. Et quand on sait que le responsable principal de La République En Marche, c'est M. Castaner, qui est pressenti pour être ministre de l'Intérieur, c'est assez préoccupant. Et effectivement, c'est pas fait pour améliorer, décrisper les relations entre les élus locaux, notamment les maires, qui sont particulièrement dévoués à leur commune et à leurs habitants, et le gouvernement, oui. Alors depuis, on sait que La République En Marche a reconnu une erreur. Et Olivier Léonard, est-ce que vous diriez, comme François Baroin, président de l'Association des maires de France, que c'est un dénigrement irresponsable ? Oui, on peut dire ça, mais en même temps, j'ai envie de vous dire qu'on est dans un pays qui ne va pas bien. Un pays où on en est au stade où on balance les gens, quels qu'ils soient, d'un certain point de vue, moi, me pose souci. On a besoin d'un pays où finalement c'est la concorde qui doit régner. C'est des difficultés qu'il faut surmonter. Ces difficultés, elles sont extrêmement importantes, que ce soit à l'échelon national, que ce soit à l'échelon international. Et on frise... À la fois, on frise le ridicule, et en même temps, moi, ça me fait un petit peu peur, si vous voulez, et je pense que les Français ne comprennent pas que ceux qui sont leurs représentants, eh bien, n'abordent pas les choses essentielles à travers, je dirais, une manière finalement de fonctionner qui est celle d'essayer de rassembler. Or, aujourd'hui, les gens ont besoin de rassembler, de se retrouver. Ils ont besoin de faire que la société qui est segmentée de tous les côtés, eh bien, ne le soit pas un peu plus. Eh bien, moi, c'est la réaction que j'ai et c'est ce que j'entends dans mon secteur. Ce qui sont les retours des personnes avec qui je discute, c'est plutôt ça. Alors Bruno Bottella, tout est parti de cette question de la suppression de la taxe d'habitation. Il faut dire que selon Bercy, 6200 villes et communes ont relevé leur taux de taxe d'habitation sur un total de 35 400, ce qui a fait justement créer un effet de surprise auprès de certains administrés qui n'ont pas compris qu'ils ne bénéficiaient pas de la baisse de 30% promise par le gouvernement. Oui, alors moi je partage l'avis des deux sénateurs sur le plateau. Effectivement, c'est une campagne un peu populiste, mais on en trouve hélas beaucoup sur Twitter. Mais cela venait après la décision du gouvernement, et notamment de Gérald Darmanin, de dévoiler la liste des communes qui avaient effectivement relevé leur taux et qui du coup, Gérald Darmanin fait de la politique. C'est-à-dire qu'il vient défendre une mesure du gouvernement. Le gouvernement a annoncé une baisse de 30% pour 80% des ménages. Et les Français constatent dans certaines communes que c'est moins de 30%. Donc il explique que c'est de la faute des élus locaux, des maires qui ont augmenté le taux. C'est un peu le name and shame, nommé... voilà. Bon. Et il a cité à dessein, donc là c'est un peu Gérald Darmanin, on le reconnaît bien. Il a cité un certain nombre de communes en visant expressément, notamment Rambouillet, Sceaux et un certain nombre, qui se sont évidemment reconnus, qui ont réagi
Et ensuite, il y a eu le hashtag Balance ton maire, qui est allé peut-être un peu trop loin. Mais sur le fond, le gouvernement, finalement, s'est défendu. Et pourtant, Gérald Darmanin nie toute stigmatisation envers les maires. Alors, on savait parfaitement, et ça avait d'ailleurs été dit par avance par le gouvernement quand il a annoncé qu'il y aurait une baisse de la taxe d'habitation, qu'à partir du moment où on laissait subsister la taxe et la liberté de vote des collectivités locales, des communes, certaines d'entre elles pourraient décider de l'augmenter. C'est un risque que le gouvernement avait pris compte tenu de la réforme telle qu'il l'a faite. On en a constaté, alors on peut dire 6 000 sur 36 000, c'est pas tant que ça. En même temps, c'est quand même un certain nombre de grandes villes, donc c'est des communes importantes. Et, comme vous le soulignez, parallèlement, on a assisté à une augmentation, on assiste à une augmentation de la taxe foncière. Ce qui est peut être aussi d'autant plus surprenant que dans le même temps, avec les contrats qui ont été passés, normalement, on a une fin de la baisse des dotations qui avait été engagée sous le quinquennat précédent. Je n'ai pas dit des compétences, mais des dotations. À relativiser. Donc, il y avait un effort qui avait été fait côté gouvernement, qui était d'arrêter la baisse des dotations décidée par le quinquennat précédent. Mais parallèlement, il y a cette décision sur la taxe d'habitation qui vient complètement compromettre la relation et la rendre très opaque et très difficile, ce qui fait que plus personne ne sait très bien ce qui augmente, ce qui baisse. La preuve, nous avons déjà un débat sur le fait de savoir si les dotations ont baissé ou continuent à baisser ou pas. Donc tout ça évidemment, ne crée pas un climat favorable, d'autant plus qu'il faut bien dire que parallèlement, l'État ne donne pas pour sa propre gestion, pour l'instant, l'exemple d'une réduction forte de ses dépenses et de ses prélèvements. Ouais. Olivier Paccaud, sur cette question de la baisse des dotations. Oui. Écoutez, le problème du gouvernement aujourd'hui, c'est un peu le double discours. C'est-à-dire, on dit une chose, mais on ne la fait pas forcément. La baisse des dotations, plutôt la fin de la baisse des dotations, tout le monde l'attendait, tout le monde l'espérait. Mais sur l'année 2018, alors que Mme Gouraud nous a annoncé plusieurs fois dans l'hémicycle qu'il n'y a pas de baisse des dotations, quand vous allez sur le terrain et que vous rencontrez des maires qui vous disent « Ah, on a quand même eu une petite baisse des dotations », et qu'à l'arrivée, vous avez les chiffres exacts. Sur 36 000 communes, maintenant il y en a effectivement 35 360. 22 000 ont vu quand même leurs dotations diverses et variées baisser. Vous interrogez. Et moi je vais vous donner un exemple très précis que j'ai vécu il y a 3 jours dans mon département. Je suis membre de la commission DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, qui gère aussi ce qu'on appelle la DSIL. Il y a 2 enveloppes, donc dans l'Oise pour la DETR c'est 15 800 000 euros et la DSIL 8 millions d'euros. Et bien dans ces 2 cas, dans les 2 enveloppes, il y a comme par hasard, un petit gel sur la DSIL et un plus gros gel sur la DETR. À l'arrivée, ça fait 700 000 euros en moins par rapport à ce qui était prévu. Alors, quand on demande au secrétaire général de la préfecture, qui est un homme charmant, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une annulation de crédit ? Il n'est pas en mesure de vous répondre. Le seul problème, c'est que 700 000 euros, ça fait pas mal de dossiers en moins qui seront financés pour les communes de mon département. Oui. Vous voulez nous dire finalement que les élus n'ont pas d'autre choix que d'augmenter, de compenser par des taxes locales, Olivier Paccaud ? Certaines collectivités ont réussi à faire les efforts. Mais quand on leur demande, d'avoir moins de moyens, mais de continuer à rendre la même qualité de service, et des fois de devoir assumer des dépenses supplémentaires suite à des décisions de l'État, exemple dédoublement des classes de CP, CE1, il y a des dépenses pour aménager des classes, avec quelques aides de l'État, mais qui ne compensent pas tout. Quand l'État se désengage d'une certaine façon en n'assumant pas ses responsabilités auprès des départements pour les mineurs non isolés ou pour le RSA, il y a un énorme problème financier et de crédibilité de la parole de l'État. Bruno Bottella. Le problème, semble-t-il, c'est que c'est plus difficile aujourd'hui qu'il y a, par exemple, 5 ans, 6 ans, 7 ans, pour les collectivités locales, au moins pour le bloc communal, de faire des efforts parce que lorsqu'on a commencé à demander des efforts aux collectivités locales, ça a commencé par un gel des dotations sous le gouvernement Fillon, ensuite une baisse des dotations sous l'ère Hollande, eh bien les collectivités ont commencé à absorber cet effort, mais là, pour certaines, maintenant, elles sont à l'os. Donc, le moindre petit effort qu'on leur demande maintenant, il est très difficile à assumer. C'est pour ça qu'on a une révolte aussi, notamment des maires et dans les intercos. Et ça se passe essentiellement du côté du bloc communal que ça coince. Et
on est aussi à quelques mois d'élections municipales, et ce n'est pas étonnant qu'on soit dans une période aussi tendue par rapport à ça. Ouais. Olivier Léonard, est-ce que ce n'est pas non plus une erreur de la part du gouvernement de supprimer cette taxe d'habitation? Est-ce que le dossier n'était pas tout simplement mal ficelé dès le départ, puisque ça a été... Oui, je pense qu'il était mal ficelé, mais surtout, on est dans la stratégie de la patate chaude, et ça commence à m'énerver. C'est-à-dire que globalement, hein, vous avez eu l'objectivité de le reconnaître, tous les gouvernements, depuis maintenant plus de 10 ans, je veux dire, se sont retrouvés à aller, je dirais, taxer, piller parfois les collectivités. Les collectivités, il faut le savoir. Piller, c'est fort comme terme. Sur certains aspects, oui. Mais il faut le savoir, les collectivités, elles ont une obligation. C'est de rendre des budgets en équilibre. Oui. C'est-à-dire que l'État peut faire de la dette, hein, et puis surtout présenter des budgets en déséquilibre, de fait. Les villes, de ce point de vue-là, au moins, quelles qu'elles soient, elles sont vertueuses parce que c'est la loi. Donc, petit à petit, pour continuer à être vertueux, hein, à force de se retrouver, et je le dis, sous toutes les majorités politiques depuis 10 ans, hein, c'est vrai, je suis d'accord avec l'expression qui consiste à dire on arrive à l'os. Donc, mettons-nous autour d'une table, essayons de ne pas s'en servir d'abord comme étant un instrument de politique, hein, et d'ailleurs, c'est valable pour le ministre, comme pour ceux qui envoient des bazookas sur les annonces ministérielles. Je pense qu'à un moment donné, il faut dire stop, on se met autour d'une table, hein, et on fait les comptes, et on regarde comment on peut être ensemble, éventuellement un peu intelligent, et un peu surtout efficace dans la manière dont on peut faire que nos communes, nos agglos, puissent être finalement au service et de leurs habitants, mais même au service du pays. Éric Julie. Oui, alors, est-ce qu'il fallait supprimer la taxe d'habitation? C'est sûr que c'était un impôt injuste, si on le regarde au niveau national, puisque des villes aisées, Paris par exemple, très difficile à réformer. Beaucoup moins que dans d'autres villes. D'autre part, il y avait ce problème des valeurs de base locatives extrêmement compliqué, parce que quand les gens transformaient leur soupente en petit appartement à Paris, ils se gardaient bien évidemment de le déclarer. Donc tout ça est compliqué. En même temps, c'est effectivement très dur, on le voit. En plus, le fait de choisir de le supprimer en 3 ans, ça fait qu'effectivement on a ces effets. Et vous y ajoutez aussi la complexité. J'ai été frappé ce week-end, il y avait, à propos de Nice, qui est une des villes les plus stigmatisées, si j'ose dire, dans le classement. La mairie de Nice disait « Ah ben c'est pas nous, c'est la métropole Oui. ». Alors, qu'est-ce que le citoyen, peut comprendre? Comment il peut voir? Le citoyen, évidemment, son problème, c'est la ligne d'en bas, et ce qui va être prélevé sur son compte, et pas la répartition. Et il compte, il sait compter le contribuable. Non, simplement, vous donner juste un petit éclairage. Moi, je suis en région parisienne, dans ce qu'on appelle la grande banlieue, la deuxième couronne. Prenez Paris. Paris, aujourd'hui, hein, est une ville qui, les habitants vont avoir finalement une taxe d'habitation qui va être dégrevée de manière très faible, puisque la taxe d'habitation est très faible. Elle est très faible. Et le problème, c'est qu'on ne prend pas les choses par le bon bout. Est-ce qu'il est normal qu'à Paris, hein, vous avez, en particulier d'ailleurs, peut-être encore plus sur la taxe foncière, hein, mais pour la taxe d'habitation, pareil, est-il normal que dans des appartements ou des maisons qui valent 5, 6, 7 fois plus que la même surface en banlieue, on paye 3, 4, 5 fois moins cher de taxes d'habitation ou de taxes foncières. Et là, le problème, c'est de faire une vraie réforme de la fiscalité locale. Et tant qu'il n'y aura pas cette réforme de la fiscalité locale, eh bien, on bidouillera et on arrivera à se retrouver avec des gens qui ne comprennent plus dans quel monde ils vivent. Mais cette réforme, elle est inévitable, de toute façon, un jour ou l'autre. Moi, je suis frappé quand même par sur le plan un peu plus politique, par la maladresse du gouvernement dans ce dossier. Le gouvernement est arrivé, finalement, on arrivait après la période de baisse des dotations, ça avait été très dur avec la précédente majorité, avec François Hollande. Les élus étaient excédés. Il y a eu quelques signaux qui ont été envoyés au début. Il y a eu déjà cette annonce de gel de dotation, puis ensuite la contractualisation, qui n'a pas été toujours très bien expliquée, mais on était quand même sur une contractualisation qui n'était pas trop dure à supporter, hein, honnêtement. Et tout s'est crispé
tout s'est tendu. On se retrouve aujourd'hui, j'étais dans les congrès d'élus récemment, à Marseille aux régions, à la DCF, à Deauville, etc. Et puis on sent des élus vraiment très remontés contre le gouvernement, parce qu'il y a eu une série de maladresses, il faut bien le dire. Le Balance ton maire est le dernier avatar de cela. Donc là, ce qu'il faudrait peut-être parvenir à faire, puisque l'État a autant besoin des collectivités locales que les collectivités locales de l'État, il faudrait peut-être, et c'est peut-être l'objet des rencontres qu'aura Emmanuel Macron cette semaine avec le président de la région et Dominique Bussereau pour les départements, peut-être un début de dire voilà, on se met maintenant autour de la table, on arrête, puisque de toute façon, là aujourd'hui, on ne se comprend plus. Les élus locaux et l'État n'arrivent plus à se parler. C'était l'objectif même de la conférence des territoires qui a été désertée par l'essentiel des associations d'élus. C'était l'idée de départ. Et je voudrais vous entendre aussi, monsieur, puisque cette nouvelle maladresse, ce sont vos mots, Bruno Bottella, intervient dans un contexte aussi de désamour parfois entre les élus et les citoyens. Ça faisait d'ailleurs l'objet d'un colloque cet après-midi au Sénat. On voit le reportage de Béatrice Faisan et on en parle juste après. Mal aimés, voire détestés, ils sont en première ligne et sous le feu de toutes les critiques. Sur le terrain, les maires sont à l'origine de tout mot, mais quand on les interroge, ils ne font qu'appliquer des lois établies au niveau national. Victimes ou bourreaux, les élus locaux ont de plus en plus de mal à préserver un lien social avec leurs administrés. Alors, le Sénat se penche sur la question. Élus, citoyens, chercheurs, ils sont venus participer à un colloque pour tenter de renouer le dialogue et rétablir une confiance mise à mal. Les solutions, ce serait peut-être en tout cas de reformater peut-être la professionnalisation de la politique y ressonger. La question aussi de la mise sous tutelle de l'État par la finance, je pense que c'est aussi des questions de fond qu'il faudrait éventuellement repenser. Le désamour est quand même fortement prononcé et en tout cas, il faudra changer de ligne, à mon sens, ou de paradigme. Et pour les principaux intéressés, c'est tout vu. La solution passe par des lois sur mesure. Ce qui aujourd'hui est un vrai handicap, c'est qu'on applique une loi pour tout le monde. Comme si, globalement, toutes les villes de France étaient identiques. Nous, à Cergy, 142 nationalités, des gens riches, des gens pauvres, des quartiers riches, des quartiers pauvres. Tout ça, on doit le prendre en compte. Et ce n'est pas la même politique d'accompagnement que nous devons mettre en œuvre. D'un côté, il faut du cadre de vie, de l'autre, beaucoup plus d'éducation. Et on voit que, finalement, il faut prendre en compte cette diversité. La loi, aujourd'hui, ne prend pas en compte cette diversité. Une diversité que l'on retrouve dans les urnes, et c'est justement là que les craintes convergent. Tout n'est pas perdu. Il va falloir que l'État prenne ses responsabilités vis-à-vis des collectivités locales. Il y a d'ailleurs beaucoup, et on le regrette, de maires qui démissionnent parce qu'ils n'arrivent plus à se faire entendre. Et ça peut mener à une crise de la démocratie. Perte de confiance, risque pour la démocratie, les maires et leurs territoires sont au cœur des enjeux nationaux. Olivier Paccaud, c'est vrai que c'est une des conséquences aussi de ce ras-le-bol des élus locaux qui jettent l'éponge. Alors attendez, parce que l'intitulé de votre sujet, c'était le désamour entre les élus locaux et leurs administrés, et là, je ne suis pas d'accord. Alors, je suis dans un département, l'Oise, où la ruralité a beaucoup de place, où on a la plus grande ville, c'est Beauvais, qui a 55 000 habitants. Mais je peux vous dire que dans l'immense majorité des communes de l'Oise, les maires sont appréciés par leurs habitants. Et dès qu'un habitant a un problème qu'il ne sait pas résoudre, vers qui il se tourne d'abord? Vers son maire. Les maires sont un petit peu des bonnes à tout faire des fois parce qu'on leur demande tout et n'importe quoi, on leur fait confiance. Alors qu'il y ait un malaise aujourd'hui parmi les maires, c'est évident, pour de très nombreuses raisons, parce que notamment dans les petites communes, ils ont moins de moyens. Ils ont moins de compétences qui ont été transférées vers les intercommunalités et ils ont de plus en plus de mal à assumer un mandat et à y trouver des fois de l'intérêt aussi. Ils ne veulent pas se contenter de l'état civil et des chiens écrasés. Néanmoins, moi, je tiens à dire que les maires sont des gens qui sont aimés et qui font un travail extraordinaire. C'est les vigies du lien social. Le jour où nous n'aurons plus nos élus locaux de proximité sur notre territoire, là, je peux vous dire que le vivre ensemble, il sera encore plus fragilisé et ça sera dramatique. Olivier Léonard, est-ce que vous ressentez de la défiance envers les élus locaux? Oui, je pense qu'il y a de la défiance parce qu'il y a une défiance générale, pas que pour que vis-à-vis que des élus locaux. Moi, je prends souvent l'exemple suivant. Je regarde au niveau de l'école et du monde éducatif. Vous aviez, il y a 10 ans ou 12 ans, encore des gens qui s'investissaient pour
le bien commun. Ils allaient dans les associations de parents d'élèves. Hein. Ils se battaient pour faire en sorte qu'à l'école, ça aille mieux. Aujourd'hui, elles ont disparu au profit d'associations micro qui se greffent uniquement sur la classe de leur enfant. C'est-à-dire que les représentants des parents d'élèves deviennent finalement les représentants de leurs propres enfants. Et donc, si vous voulez, on voit bien que la société, elle est en train, petit à petit, de se renfermer, de se recroqueviller, et que par rapport à ça, on aborde les problèmes que de manière séparée. Or, c'est là où il y a quelque chose à revoir et à retravailler. Et je pense que ça doit dépasser, de ce point de vue-là, les clivages classiques, les clivages droite-gauche, qui aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit bien, de plus en plus, et dans chaque formation, il n'y en a pas une qui est épargnée, ou presque, par cet état des lieux. Donc, moi, je pense vraiment, si vous voulez, qu'il y a besoin de faire une espèce de mini-pause, là, de mettre les choses sur la table, de faire que les élus, effectivement, ne se sentent pas agressés. Ça me paraît essentiel. Et je pense que ça doit être faisable, de leur expliquer un petit peu de cocooning là, tout de suite, là, pour leur dire, voilà, non, c'est pas contre vous. Mais c'est pas ça le fondamental. Le fondamental, c'est comment on fait pour avancer ensemble. Enfin, moi, je ne fais que répéter ce que me disent les gens quand je les croise. Je n'invente rien. Bruno Bottella. Dans les territoires ruraux, puisque vous parliez des territoires ruraux, ce qui ressort aussi pas mal, c'est quand même la difficulté, au-delà de la défiance vis-à-vis des élus, parce qu'on sait très bien qu'il y a un lien très fort, notamment dans les communes rurales, entre le maire, les élus locaux et puis la population. Ils font partie d'ailleurs de la population, les maires, ils vivent avec les gens, on n'est pas déconnectés. La plupart du temps, le maire vit avec sa population. Mais ce qui trouble beaucoup les gens aujourd'hui, c'est qu'on n'y comprend plus grand-chose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans les compétences. D'où le problème de responsabilité. À qui doit-on s'adresser lorsqu'on a un problème? Alors on va voir le maire, mais le maire, lui, on lui a retiré un certain nombre de compétences, donc on renvoie vers l'intercommunalité, et puis peut-être même plus. Bon. Donc on a besoin avant tout, et c'est ce qui a échoué dans les précédentes lois qui visaient à clarifier les compétences, c'est qu'elles n'ont rien qualifié, rien simplifié du tout. Et qu'il est toujours aussi difficile, voire plus encore avec l'échelon métropolitain maintenant, d'y comprendre quelque chose dans qui fait quoi, y compris pour des spécialistes comme peut-être nous ici. Eric Julie. Oui, je crois qu'effectivement, on l'a souligné, le phénomène de défiance, il ne concerne pas simplement les maires, ni d'ailleurs les présidents de conseils départementaux ou de conseils régionaux, mais c'est un sentiment général à l'égard de toute forme d'autorité dans la société française. C'est un vrai sujet et les études, en tout cas les dernières études, montraient que ceux pour lesquels ce sentiment était le moins fort, c'était justement les maires, parmi toutes les catégories d'autorité. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un sentiment à leur égard, mais très inférieur par rapport à d'autres catégories. Ce qui est frappant, c'est l'exigence, effectivement la complexité, la difficulté, mais aussi ce que j'appellerais la tolérance zéro des citoyens. C'est-à-dire qu'on n'admet pas qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas, et donc on se retourne immédiatement vers une autorité en disant c'est de votre faute. Je voyais la semaine dernière, quand il y a eu les premières inondations, un malheureux maire qui était aux prises avec ses administrés, qui lui reprochait de ne pas avoir fait ramasser des branches qui avaient été coupées le long d'une rivière, et donc ça avait retenu l'eau, et puis finalement l'eau du coup avait explosé. Et je me disais, malheureux, c'est vrai qu'on se pose la question, il faut avoir du courage pour se faire élire, parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas en permanence tout régler et on ne peut pas avoir le zéro défaut partout. Donc surtout dans les petites communes. Surtout dans les petites communes, on a peu de moyens. On parlait aussi de l'opération Reconquête des territoires lancée par Emmanuel Macron. On le disait, il va recevoir des représentants des associations d'élus cette semaine. On sait que le remaniement qui tarde toujours à se faire connaître pourrait prendre en compte cette dimension territoriale. Il faut un nouveau grand ministère pour être plus à l'écoute des élus, selon vous? Je ne sais pas s'il faut un grand ministère, mais il faut certainement être plus à l'écoute et donner moins ce sentiment de recentralisation qui est très mal vécu. Je pense que sur les 40 dernières années, parmi toutes les lois qui ont été votées, une des plus importantes, une des plus positives, ce sont les lois de décentralisation du début des années 80 qui ont apporté énormément, que ce soit au niveau départemental ou régional. Donc il faut recréer de la confiance. Est-ce que cela sera avec un nouveau périmètre
ministérielle, je ne sais pas. Les hommes ont beaucoup d'importance. Et il faut peut-être effectivement trouver une personnalité qui incarne justement les territoires, sachant que la difficulté de la France, c'est la variété de ces territoires. Nous avons des métropoles, nous avons des villes de banlieue, nous avons une ruralité qui ne veut pas qu'on l'oublie aussi. Et c'est toute la difficulté, mais bon, Monsieur Macron a toutes les données en main, à lui de faire les bons choix et d'impulser peut-être un nouvel angle à sa politique territoriale. Sur ce point, Olivier Léonard, il faut justement que le gouvernement soit plus à l'écoute, que ça se traduise par un changement dans le prochain gouvernement, plus à l'écoute des collectivités territoriales. Moi, je me méfie toujours de plus à l'écoute, plus aux côtés, plus ceci, plus cela, parce que, je veux dire, aujourd'hui, la politique, malheureusement, ressemble, et je ne parle pas spécifiquement pour ce gouvernement, pour que les choses soient très claires, à de la communication, et malheureusement assez peu à des décisions concrètes et à des prises de risques qui, à mon sens, doivent effectivement associer, mais à un moment donné, finir par des décisions. Et moi, je reconnais qu'on ne peut pas attendre que des choses qui nous plaisent individuellement. Parce qu'on ne peut pas reprocher à un certain nombre de gens et en même temps s'appliquer à soi-même les choses. Franchement, il me semble que le gouvernement se doit beaucoup écouter là, tout de suite. Beaucoup écouter. Et puis, derrière, prendre un certain nombre de responsabilités autour de l'idée suivante, l'égalité entre les territoires. Ça me paraît extrêmement importante. C'est-à-dire accepter de considérer qu'il y en a qui sont vraiment des riches et vraiment d'autres des pauvres. Et que de ce point de vue-là, il y a, au-delà d'un certain nombre de mesures qui ont déjà été prises... Au gouvernement, pardon, Olivier Léonard. C'est le message que vous souhaitez faire passer, Olivier Léonard. Mais ce n'est pas que ça. Il y a plein d'autres choses. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous, merci Olivier Paccaud, merci Eric Juilly, merci Bruno Bottella d'avoir été les invités de Public Sénat.